Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour ceux qui sont là présents physiquement et puis merci de votre participation pour ceux qui assistent à distance à cette présentation du fonds Hamilton Premium Europe et de ses derniers développements. Je vais dire quelques mots d'introduction avant de passer la parole à l'équipe de gestion sur Mescart Hamilton et le rapprochement intervenu en fait entre Mescart et le groupe LFPI. Il y a tout juste un an, le 1er avril 2021, Mescart a rejoint le groupe LFPI afin de constituer un pôle d'expertise en actifs cotés et non cotés auprès d'une clientèle plus large. Et à cette occasion, les expertises d'Hamilton Asset Management et de Mescart Asset Management ont été regroupées au sein d'une seule structure. Et donc, la fusion est intervenue des sociétés d'asset management en septembre dernier pour constituer aujourd'hui une société avec 50 personnes, 3,5 milliards d'actifs sous gestion, des actifs diversifiés, une expertise en action que vous connaissez, qui est l'expertise de l'équipe dirigée par Harry et avec les équipes historiques également de Mescart Asset Management, une expertise en obligations, une expertise en gestion diversifiée. Et aujourd'hui, une clientèle, si on peut avoir la slide suivante pour ceux qui sont à distance, pour une clientèle plus large, composée d'investisseurs institutionnels, de CGP, de sociétés de gestion, la gestion privée, les particuliers, notamment les clients historiques de Mescart, et puis un certain nombre d'associations, de fondations, de congrégations. Voilà. Aujourd'hui, la gamme est très large. Et puis, dernière nouveauté, notamment pour Hamilton Premium Europe, on a obtenu le label ISR. Donc, voilà, en plus de l'expertise de l'équipe, on a maintenant pour Hamilton Premium Europe, depuis cette semaine, on n'a pas encore communiqué dessus, le label ISR, qui vient de l'expertise historique de Mescart, puisque Mescart a créé le premier fonds ISR en 1983, donc ce n'est pas un phénomène de mode, ce n'est pas du greenwashing, mais c'est une réelle expertise, avec une équipe composée de 4 analystes dédiés à cela. Donc voilà, on bénéficie de l'expertise historique de Mescart et de l'expertise en matière de gestion active d'Harry et de son équipe. Et vous voyez un certain nombre d'autres récompenses sur la finance responsable, sur Finansol, donc voilà, qui viennent récompenser le travail des équipes. Je vais dire juste un mot sur le groupe LFPI et puis je passerai la parole à Harry et à Nicolas. Donc, LFPI, c'est historiquement un groupe présent dans le private equity, puis dans la dette privée, puis dans l'immobilier, qui gère environ 6 milliards d'euros en fait sur ses actifs non cotés, avec des opérations d'accompagnement de PME. Vous voyez des chiffres d'affaires compris entre 100 et 500 millions d'euros en France et en Europe. Donc, on a au sein du groupe une expertise sur ces actifs dits réels. En immobilier, on l'a également mis au service en fait d'Hamilton en créant un fonds qui s'appelle Hamilton Global Property et qui regroupe les expertises actions en fait de Mescart Hamilton et les expertises immobilières du groupe LFPI, qui gère aujourd'hui un patrimoine de 3 milliards d'euros en France, en Allemagne, en Italie, en Autriche, en Hongrie et aux États-Unis, et qui permet d'analyser plus en détail les sociétés foncières cotées également. Voilà, et le rapprochement en fait avec le groupe Mescart permet de mettre ces expertises au bénéfice en fait des clients historiques de Mescart, et à l'inverse, l'expertise historique de Mescart, notamment en matière d'ISR, au bénéfice des clients historiques du groupe LFPI et d'Hamilton. Voilà, et le pôle gestion d'actifs, gestion privée et family office représente près de 9 milliards d'actifs sous gestion. Voilà, j'ai déjà été très long, je vais passer la parole à Harry pour qu'il vous parle des derniers développements dont, voilà, nous sommes assez fiers. Mais voilà, on pense que dans des conditions de marché chahutées, la gestion active d'Harry et de son équipe démontre voilà, toute leur expertise et leur qualité. Bonjour. Donc, on va peut-être d'abord présenter le fonds et ses caractéristiques les plus importantes. Ensuite, on va rapidement
expliquer le processus de gestion pour ensuite parler plus de l'actualité et de la façon dont nous avons géré les mouvements assez significatifs qu'ont connus les marchés depuis la fin de l'année dernière. Donc, Hamilton Premium Europe est un fonds qui est investi dans les small et dans les mid caps Europe. Notre zone d'investissement, c'est la communauté européenne, avec donc en benchmark l'Eurostoxx Small qui, contrairement à son nom, est plutôt composé de grosses mid-caps. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi notre capitalisation moyenne aussi entre 5 et 7 milliards selon les mois. Donc, c'est un fonds qui est plutôt investi de façon majoritaire dans des grosses mid-caps européennes et accessoirement sur des small caps, parce qu'une des caractéristiques importantes du fonds, c'est également d'être on fait très attention en fait à la liquidité de notre portefeuille. C'est la raison pour laquelle plus de 90% du portefeuille peut être cédé quasiment en une journée sur la base de 30% du volume qui sont traités sur le marché. L'autre point qui est extrêmement important, compte tenu de notre classe d'actifs, nous avons naturellement un biais naturel vers les valeurs de croissance parce que ce sont les valeurs de croissance qui créent de la richesse sur la durée d'un cycle macroéconomique. Mais nous ne sommes pas qu'un fonds de valeurs de croissance. En fonction de l'évolution de l'environnement macroéconomique et donc de l'environnement boursier, nous pouvons introduire une dose plus ou moins significative de valeurs cycliques ou de valeurs value dans notre portefeuille, ce que nous avons fait notamment l'année dernière lors de l'accélération à certaines périodes de l'année du momentum économique. Donc, on est un fonds blend qui intègre tout d'abord, et là aussi c'est une différence par rapport à un certain nombre de nos concurrents, on n'est pas uniquement un fonds de stock picker, on est tout d'abord un fonds qui allie à la fois l'approche, ce que les anglo-saxons qualifient comme approche top-down avec l'approche bottom-up. Ça signifie quoi en français? Donc, on a tout d'abord en fait une vision macroéconomique de l'environnement. Donc, ce sont les scénarios qui sont mis à jour tous les 6 mois à peu près, à la fois à l'intérieur de notre équipe, mais naturellement avec le support de l'ensemble des équipes de gestion, actions, multigestion et obligataires du groupe Mescart Hamilton AM. Bon, si l'actualité le rend nécessaire, et nous avons connu naturellement des événements très significatifs ces dernières années, et notamment les évolutions sur le Covid, mais aussi plus récemment avec le conflit Ukraine-Russie. Dans ces cas-là, naturellement, l'agilité et la liquidité du portefeuille permettent en fait une réorientation très significative du portefeuille lorsqu'on estime que c'est nécessaire, ou par exemple l'année dernière, et on va le voir plus en détail, avec un changement quand même très significatif du discours des banques centrales qui ont nécessité des ajustements aussi très significatifs dans notre portefeuille. Voilà. Donc, ensuite, naturellement, compte tenu de cette classe d'actifs, le stock picking est quelque chose qui est absolument important. Et donc, nous rencontrons systématiquement les sociétés dans lesquelles nous investissons. Dans le passé, et ça revient de plus en plus, hier, par exemple, nous avons assisté à une conférence qui redevient physique. Donc, nous rencontrons donc, systématiquement, soit en virtuel, soit en physique, les sociétés dans lesquelles nous investissons pour, en fait, essentiellement 3 raisons. Tout d'abord, nous devons naturellement être convaincus de la qualité du management et de sa capacité en fait à communiquer sa vision de l'entreprise.
Ensuite, on doit comprendre quels sont les principaux drivers en fait, de la performance du résultat de la société. Donc, quels sont les facteurs à la fois internes à la société. Ça peut être, par exemple, le lancement de nouveaux produits, ça peut être un changement de management, ça peut être des perspectives de croissance externe, mais aussi naturellement plus macro, comme une modification de l'environnement concurrentiel. Ça peut être aussi un changement dans le momentum d'un secteur. Donc, on doit comprendre aussi quels sont les facteurs qui sont importants. Aujourd'hui, par exemple, naturellement, ça a été très important de connaître l'exposition à la Russie ou à l'Ukraine, l'exposition en matières premières, l'exposition à l'inflation, que ce soit au niveau des matières premières, mais aussi au niveau d'autres entrants comme les frais de transport ou de plus en plus l'inflation salariale ou la capacité aussi de recruter. Ça, c'est quelque chose qui est notamment très important pour les sociétés de services et principalement pour les sociétés de services numériques. Un des facteurs discriminants entre les sociétés est naturellement la désirabilité de la société et de sa marque et de sa faculté de recruter, mais aussi à retenir en fait ses meilleurs talents. Donc, et pour nous, ce qui est extrêmement important, outre l'aspect macro, c'est la capacité à la société, dans les 6 à 12 mois à venir, à surprendre positivement le marché. Parce que nous estimons, et particulièrement dans une année comme celle-ci, où on ne va pas assister en fait, à une expansion des multiples, plutôt le contraire. Donc, le momentum des résultats des sociétés va être un facteur essentiel dans la sélection des valeurs. Donc, c'est quelque chose qui est, de toute façon, historiquement, quelque chose de très important parce que la hausse des valeurs est fortement corrélée, naturellement, à son évolution de ses résultats historiques. Et donc, cette année, c'est encore plus particulièrement important. Donc, lorsqu'on rencontre une société, on doit identifier aussi les éléments qui vont permettre aux analystes de réviser à la hausse ou peut-être cette année de ne pas réviser à la baisse les résultats des entreprises. Et c'est la raison pour laquelle une étude approfondie des dossiers et une rencontre avec les sociétés est absolument nécessaire pour identifier les facteurs clés de la formation du résultat des entreprises. Un autre élément qui est essentiellement aussi pris en compte lorsqu'on rencontre les sociétés au préalable, c'est naturellement le track record, l'historique de la société à la fois en termes de communication financière, mais aussi dans l'absence d'avertissements sur les résultats, sauf naturellement les avertissements sur les résultats qui sont liés à des événements exogènes qui ne sont pas prévisibles pour la société, que ce soit le Covid, que ce soit aujourd'hui le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Naturellement, on ne peut pas rendre responsable une société sur des facteurs exogènes qu'elle ne peut pas maîtriser. Et c'est la raison pour laquelle des sociétés qui ont un track record douteux sont exclues de notre univers investissable. Idem pour les sociétés au niveau de l'ESG. Peut-être, Nicolas, tu veux un peu développer ce facteur-là qui a déjà été pris en compte même au préalable de notre labellisation ISR, mais qui aujourd'hui est naturellement étudié de façon plus systématique. Oui, tout à fait. En fait, depuis la création du process, bien entendu, on a intégré les critères ESG dans la sélection de titres, surtout la partie gouvernance qui est un élément clé quand on regarde une société. Depuis
l'année dernière, on a fait évoluer le process en 2 points. La première chose, c'est qu'au niveau de toute la partie univers d'investissement, on a intégré des critères d'exclusion de titres qui violent les principes du Global Compact des Nations Unies et les sociétés, les 20% des sociétés les moins bien notées par le prestataire Sustainalytics avec lequel on collabore. Enfin, on exclut également les sociétés qui ont un mix énergétique défavorable dans le secteur de l'énergie avec plus de 30% de production de charbon. Au-delà de ces aspects quantitatifs, bien entendu, on met en avant une sélection qualitative et dans notre analyse fondamentale, on examine de près les aspects ESG, la gouvernance qui est depuis historiquement un élément que l'on regarde et que l'on suit de près suite aux rencontres avec les dirigeants, également les émissions polluantes. Et tous les aspects sociaux. On s'appuie, suite à la fusion avec les équipes de Mescart, sur une équipe ESG de 3 personnes qui est en dialogue direct avec les sociétés et qui nous permet d'enrichir cette approche. Voilà, donc une fois qu'on a estimé qu'une société rentre à la fois dans notre compréhension du cycle macroéconomique et après la rencontre avec les sociétés, on est convaincu de la qualité à la fois du management et des perspectives bénéficiaires. Nous rentrons en fait des valeurs de notre portefeuille. Et ensuite, ce qui est extrêmement important aussi, c'est de suivre de façon extrêmement serrée le news flow à la fois propre à une société, mais aussi son environnement concurrentiel. Donc, on a sur Bloomberg, en fait, le détail de notre portefeuille sur Bloomberg avec des liens à la fois au news flow spécifique à cette société, mais aussi spécifique au secteur auquel appartient cette société, parce que, bien évidemment, lorsqu'il y a des éléments qui sont très importants dans son secteur, que ce soit au niveau global du secteur, mais aussi au niveau concurrentiel, qui peuvent avoir ou qui doivent avoir un impact sur la formation du résultat de la société, c'est quelque chose qui est regardé de façon extrêmement serrée. Nous travaillons aussi avec un nombre très significatif de bureaux de recherche, à la fois au niveau économique, stratégique, mais aussi au niveau société, que ce soit à la fois les globaux américains, mais aussi des spécialistes par secteur. C'est la raison pour laquelle on travaille avec des spécialistes sur les small et mid caps, que ce soit en Italie, en Allemagne, en Irlande, en France, bien évidemment, et dans les pays en Angleterre et en Suisse, pour avoir à la fois un corporate access extrêmement dense, mais aussi d'avoir des notes de façon récurrente sur toutes les valeurs qu'on a en portefeuille. Donc, il y a à la fois l'approche buy-side et l'approche sell-side qui est intégrée dans notre suivi extrêmement serré de l'ensemble des valeurs qu'on a en portefeuille, mais aussi des valeurs qu'on a en watchlist, parce qu'il y a naturellement un certain nombre de sociétés par secteur qu'on a identifiées. Il y a des secteurs, suite à notre analyse macroéconomique, qui sont aujourd'hui très sous-pondérés ou qui sont totalement à l'écart de notre construction de portefeuille. Mais ça ne veut pas dire qu'en cas de modification de notre scénario macroéconomique, qu'il ne faut pas être suffisamment agile pour pouvoir les intégrer dans notre portefeuille. Et c'est la raison pour laquelle on suit de façon serrée non seulement les valeurs qu'on a aujourd'hui en portefeuille, mais aussi les valeurs qui sont susceptibles de rentrer dans notre portefeuille. Et c'est la raison pour laquelle on a identifié secteur par secteur les best in class qui sont susceptibles de rentrer dans notre portefeuille lorsqu'on estime soit que boursièrement, leur valorisation va devenir plus attrayante ou de façon plus macro lorsqu'on estime qu'un secteur devra être davantage présent dans notre portefeuille. Autre chose qui est extrêmement important et qui nous distingue
de la concurrence. C'est vraiment un fonds qui est vraiment européen. Donc, on n'a pas 80% des valeurs dans notre portefeuille qui sont constituées par des valeurs françaises et le reste, c'est un saupoudrage de valeurs européennes. On est vraiment très européen, même si aujourd'hui, par exemple, vous allez le voir ensuite dans la construction du portefeuille, on a un biais plus France que Allemagne, mais ça, c'est, je dirais, la conséquence de notre vision macroéconomique. On est davantage orienté vers les valeurs de service que vers les valeurs industrielles qui sont naturellement très négativement impactées par le contexte macroéconomique actuel et politique. Autre élément aussi qui doit être pris en compte dans la sélection de valeurs, c'est l'environnement politique, parce que sur un certain nombre de secteurs, que ce soit les énergies renouvelables ou aussi, disons, la confiance des consommateurs, il peut y avoir des différences extrêmement différentes selon les économies d'un pays ou l'autre. Prenons aussi le cas de l'Italie. Il y a des années où il y avait une tension politique et par conséquent aussi une tension significative sur les taux d'intérêt de ce pays par rapport à d'autres pays de la zone euro. Et dans ce cas-là, naturellement, la pondération, par exemple, d'un secteur comme les services aux collectivités ou le service financier qui sont extrêmement, disons, exposés à cette thématique-là, changeront naturellement de façon significative. Lorsqu'on est plus positif sur l'environnement politique et donc lorsqu'on observe notamment en Italie une détente sur le spread entre les taux d'intérêt italiens et les taux d'intérêt allemands, on peut être davantage exposé aux utilities italiennes. Et lorsqu'il y a des tensions très fortes sur l'Italie, naturellement, on va être très sous-pondéré sur ce pays-là. Voilà. Donc, est-ce que sur cette partie-là, est-ce qu'il y a déjà des questions avant qu'on parle plutôt de ce qui s'est passé sur les marchés et comment nous avons réagi aux différents chocs externes qui ont impacté les marchés depuis disons, le Q4 de l'année dernière? Alors, nous avons en moyenne entre 80 et 85 valeurs en portefeuille. Ceci, à la fois, pour avoir une diversification, comme je vous l'ai indiqué, c'est très important d'être diversifié. À la fois diversifié par pays, diversifié par secteur. Parce que rappelez-vous, par exemple, je commence à être un peu âgé, donc lors de la bulle technologique et bulle Internet et l'éclatement de la bulle Internet, vous pouvez avoir, disons, 50 ou 60 valeurs en portefeuille. Si vous n'aviez que des valeurs technologiques en portefeuille naturellement, lors de la bulle, vous aviez des performances absolument extraordinaires, mais lors de l'éclatement de cette bulle, vous sous-performez de façon extrêmement notable. C'est également vrai par rapport à ce qu'on pouvait constater, par exemple, l'année dernière et cette année sur les performances des fonds. L'année dernière, des fonds qui étaient uniquement sur les valeurs chères, les valeurs de croissance, et notamment les valeurs de croissance à PEA extrêmement élevé, avaient des performances absolument extraordinaires. Et cette année, on observe naturellement, comme tout phénomène physique, qui est également observable sur les marchés financiers, un retour à la moyenne. Donc, une diversification à la fois par pays, mais aussi une diversification sectorielle. Et comme je vous l'ai indiqué aussi, la nécessité d'avoir une liquidité sur chacune de nos lignes qui est importante. C'est la raison pour laquelle on aime bien aussi les small caps, parce que là-dessus, on peut faire encore davantage d'alpha, quelquefois. Mais sur ces lignes-là, on a des pondérations qui sont rarement supérieures à 1%, parce que là, naturellement, la liquidité serait très faible si on avait des pondérations très significatives. Et c'est la raison pour laquelle on va le voir à la fin de la présentation, lorsqu'on regarde notre top 10. Notre top 10 est quasiment exclusivement constitué de large mid-caps. Voilà. Une question par rapport à cette liquidité, on sait que les fonds de small mid-cap
peuvent souffrir d'un problème de liquidité quand les marchés sont très baissiers. Mhm. La question, c'est est-ce que vous avez une veille concurrentielle pour savoir si, dans l'univers des autres fonds sur le mid-cap, vous n'avez pas tous les mêmes valeurs. Donc, quand vous dites que vous liquidez tout en 3 jours, ah oui, si vous étiez tout seul, oui, mais si tout le monde liquide les mêmes valeurs au même moment, ça fait plonger les fonds sur les mid-cap de manière dramatique. Oui. Au moment où justement on aimerait qu'ils soient Peut-être revenir au table. Alors nous, tous les mois, d'ailleurs Sacha est là pour, pour l'affirmer. Donc tous les mois, en fait, on fait une veille systématique de nos concurrents. Donc on a identifié à peu près une 50aine de fonds sur lesquels, en fait, on regarde tous les reportings de façon systématique. Ça donne à la fois des idées positives, parce que, surtout sur la place de Paris, il faut le dire, il y a un nombre de fonds de qualité quand même assez impressionnant. Donc, il n'y a pas que nous qui sommes bons. Sur la durée, il y a beaucoup de concurrents qui ont vraiment beaucoup de talent. Et donc, on regarde ça avec attention. On regarde aussi les spécialistes par pays, donc pour avoir des idées qui sont peut-être moins évidentes pour nous sur des marchés, disons, un peu plus exotiques, notamment en Scandinavie, qu'on connaît peut-être historiquement un peu moins bien que le marché français, le marché allemand, ou maintenant le marché italien, qu'on commence à bien connaître aussi. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir que le fonds... je ne sais pas, on ne l'a pas ici là sur Contalis, il performe notamment extrêmement bien dans les phases baissières. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une vision un peu plus modérée ou carrément négative sur les marchés, on aura toujours un volant déjà de cash. Et puis, comme la concentration de nos lignes est moindre que ce que vous pouvez observer chez certains de nos concurrents, eh ben, on est moins impacté par le phénomène qui peut exister sur certaines lignes. On ne peut pas totalement y échapper, naturellement. Mais avec la prépondérance, disons, de grosses mid-cap dans notre portefeuille, parmi les grosses pondérations et des très faibles pondérations sur les small caps moins liquides, et d'ailleurs, des valeurs très faiblement liquides, parce que soit d'une capitalisation trop faible ou parce que le flottant est trop faible compte tenu de la répartition du capital, ces valeurs-là sont de toute façon écartées dans notre fonds. Et dans des périodes un petit peu compliquées, c'est vrai qu'on a, comme c'est le cas en ce moment, on investit moins sur les micro-cap et sur les vrais small. On aura plutôt tendance à privilégier ces titres-là lorsque l'on voit la collecte revenir et qu'il y a une dynamique de marché favorable, ce qui avait été le cas entre 2016 et 2017. D'ailleurs, si vous pouvez regarder d'ores et déjà, sur la page 34 de la présentation, vous voyez que vraiment le cœur du portefeuille est entre 500 et 10 milliards de capitalisation boursière. Et donc, très peu de micro-caps à moins de 500 millions de capitalisation boursière. Ça représente aujourd'hui que 2,7% du portefeuille. Donc, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose de façon récurrente et nous sommes très attentifs à la liquidité du portefeuille. Ah oui, j'ai reçu une autre question via le chat. Je pense qu'on y répondra après, mais quelles sont les performances du fonds depuis le début de l'année et depuis le début de la guerre en Ukraine? Ça a marché. Ouais. Alors, on a une slide en page 4. En page 4, les performances. Alors, donc, à fin mars, on était à moins 5,81%, ce qui est légèrement en dessous de l'Eurostoxx Small NR. Mais si vous regardez nos confrères, lorsqu'on se regarde, on est un peu déçu, mais lorsqu'on regarde nos confrères, on se console. Alors, c'est un indice qui est extrêmement défensif, en fait, parce que notre univers d'investissement est naturellement plus large que l'Eurostoxx Small. C'est plutôt le MSCI Europe Small qui permet d'être investi dans davantage de valeurs. Et disons, le caractère un peu
comment exprimer ça, disons. Ce qui est embêtant sur cet indice, c'est lorsqu'une valeur est proche de ses plus hauts, elle sort de façon assez récurrente de cet indice. Hein. Donc, c'est le contraire du CAC, parce que généralement, lorsqu'une valeur française rentre dans le CAC 40, c'est plutôt un signal de vente, hein, parce qu'elle a déjà très bien performé. Mais dans cet indice-là, c'est plutôt le contraire. Donc, lorsqu'une valeur a trop bien performé, en fait, elle sort de l'Eurostoxx Small pour rentrer plutôt dans l'Eurostoxx 200 ou 600. Et voilà, parce qu'elle est trop bien performée. Et c'est un indice très défensif. Et donc, c'est un indice qui est extrêmement défensif. Il faut savoir aussi qu'un certain nombre de valeurs sont présentes dans cet indice qui peuvent être portées, par exemple, aujourd'hui par la conjoncture, comme Leonardo, qui est une valeur de défense, mais qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir en portefeuille compte tenu de sa notation ESG qui l'exclut de notre univers d'investissement. Mais si vous regardez quand même sur la durée, parce que naturellement, 3 mois est une période qui n'est pas suffisante pour avoir du recul. Lorsqu'on regarde la performance annualisée du fonds sur 3 ans, ça tient compte naturellement aussi des dividendes versés par les sociétés. Nous affichons donc une performance sur 3 ans de 14,2% du portefeuille par rapport à 12,6% pour notre indice de référence. Et sur 5 ans, la surperformance est aussi significative parce qu'elle s'élève à 12,34% contre 9,06%. Je pense, mais je parle, c'est quelque chose qui est plutôt observé par nos commerciaux. Depuis le début de l'année, on est plutôt bien situé. Vous êtes modeste, mais en fait, quand on regarde Morningstar, on est 1er % ou 2% sur la même date, en fait, au 31 mars, par rapport à sa catégorie. Donc, en effet, par rapport à l'indice, on a l'impression que c'est un peu en dessous, mais par rapport à la catégorie et ses pairs, on est dans 1er % ou 2e %. Et puis, on voit que sur une longue période, vous surperformez l'indice, avec une volatilité moindre, en fait, sur 3 ans et sur 5 ans. Et aussi, je suis toujours sur la slide 43, mais sur un max drawdown où vous êtes sur 5 ans, 1er sur 102 et sur 3 ans, 4e sur 118. Donc, voilà, en parlant de volatilité, le max drawdown, vous êtes parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur, et en volatilité moindre par rapport à l'indice. Alors, ça peut s'expliquer. Tout en surperformant. Bon, il n'y a pas de recette miracle. Et quelquefois, il y a des rotations sectorielles qui sont d'une rapidité ou d'une brutalité telle qu'on n'est pas forcément à même à les suivre malgré l'agilité de notre gestion, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre le comité qui se tient de façon hebdomadaire pour, lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle, pour céder une valeur immédiatement. Et la liquidité du portefeuille, d'ailleurs, permet cela. Je dirais que ce qui est important pour nous aussi, qu'on ne tombe jamais amoureux d'une valeur ou d'un secteur. Il y a des valeurs qu'on apprécie. Et lorsqu'on estime que ce n'est pas le moment d'être investi sur un secteur, on va la sortir du portefeuille. Ou lorsqu'on estime que le catalyste qu'on avait identifié au préalable a été épuisé ou qu'il y a une information soit sectorielle, soit spécifique à la société. Ça peut être par exemple le départ, surtout sur les small et mid caps. La qualité du management est quelque chose qui est très important. Donc, lorsqu'un homme clé part d'une société, ça peut être un catalyste pour céder la valeur de notre portefeuille dans l'attente de la nomination d'un nouveau management. Donc, je dirais que c'est la rapidité de décision pour sortir une valeur. On ne va jamais laisser une valeur baisser de plus de 15-20% avant de se poser la question, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer la sous-performance de ce titre-là? Donc, on se remet de façon systématiquement en question, semaine après semaine, lors du comité hebdomadaire, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a sur- ou sous-performé par rapport à notre indice de référence. Et on analyse aussi les performances, enfin les contributeurs les plus positifs et les plus négatifs à notre fonds. Et ce qu'on fait également, il y a un outil d'un broker qui est extrêmement puissant en la matière. Donc, on fait un mappage, je dirais, quantitatif de notre portefeuille.
on passe en revue, semaine après semaine également, les évolutions à la fois des objectifs de cours des analystes sur les valeurs de notre univers et encore plus naturellement les valeurs qu'on a en portefeuille, mais aussi on passe en revue l'évolution des estimations de résultats de nos valeurs en portefeuille et aussi de notre univers pour identifier s'il n'y a pas des, je dirais, des évolutions potentiellement négatives sur les valeurs qu'on a en portefeuille et inversement positives, ce qui nous permettra naturellement de renforcer les lignes qu'on a en portefeuille. Et puis, dernière chose qu'on fait également, on regarde la configuration technique de notre portefeuille. C'est jamais le déclencheur naturellement d'une décision d'achat d'une valeur dans notre portefeuille, mais ça peut être le déclencheur en fait pour identifier des valeurs peut-être à étudier parce qu'ils ont un comportement boursier qui devient plutôt positif ou négatif. Hein. Et donc là, on doit se poser la question, est-ce qu'on doit étudier cette société pour la rentrer dans notre portefeuille? Et surtout, lorsqu'on voit que la configuration technique d'une valeur qu'on a en portefeuille est négative, là, on doit étudier de façon encore plus serrée pourquoi est-ce que cette situation s'est détériorée. Est-ce que c'est uniquement à cause d'un sell-off du marché qui est indifférencié et qui s'explique par une vente panique lors des événements macroéconomiques, mais qui ne nécessite pas forcément une cession de cette valeur, ou est-ce que c'est un mouvement qui est plus spécifique à la valeur? Et donc, dans ce cas-là, on vend par précaution. Donc, vous n'allez jamais voir dans notre portefeuille, sauf lorsqu'il y a un événement d'un jour qui est arrivé, une valeur qui traîne à moins 25, à moins 30 en portefeuille. Et ça explique probablement aussi pourquoi on est meilleur que certains dans les drawdowns. Donc, on est peut-être moins... je dirais que c'est pour vraiment qualifier la gestion de notre fonds, comme historiquement, je viens plutôt de la gestion privée, donc c'est une gestion de bon père de famille, mais une gestion très active justement pour éviter ce genre d'aléas. Et on a une gestion aussi qui, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, qui capte les ruptures. Et c'est vrai que ces 3 dernières années, on a eu plusieurs ruptures. Bon, la crise sanitaire, ensuite, on a eu le mouvement brutal de Zeto et maintenant la guerre en Ukraine. Et c'est des moments pendant lesquels on a adapté fortement le portefeuille et qui nous ont permis de capter ces périodes inédites. Et je pense que c'est intéressant de passer maintenant donc, au début d'année, puisque c'est un début d'année qui est quand même assez atypique, à la fois en termes de rotation, de forte rotation de marché. Donc, on a eu dès la fin du 4e trimestre un fort rebond des taux longs qui s'est manifesté aux États-Unis et en Allemagne. Ça a provoqué une très forte rotation sectorielle, une forte rotation par style, avec des valeurs de croissance qui se sont fait attaquer très fortement dès le mois de janvier. Également une rotation sectorielle qui a été très brutale, avec des secteurs qui étaient en fort retard de performance et qui n'ont pas performé depuis très longtemps, qui sont maintenant en tête des performances, comme le pétrole, les matières premières, le pétrole et gaz qui était un secteur complètement oublié. À l'opposé, le secteur de la technologie qui a apporté la surperformance des marchés depuis sur le dernier cycle et en bas de classement. Et on retrouve cette même configuration dans la performance par pays, puisqu'on voit que les marchés qui avaient été attaqués, les marchés périphériques, finalement, ont bien tenu. L'Angleterre également, malgré le Brexit, alors que des pays avec un biais plus croissance, comme la Suède, ont surperformé. Peut-être sur comment nous, on a géré cette... Peut-être très brièvement, d'abord parler de l'orientation globale du portefeuille. Donc, quel est parce que ça c'est vraiment important de comprendre quelle est notre compréhension aujourd'hui de l'environnement macroéconomique. Naturellement, suite aux événements qui sont intervenus depuis, je dirais maintenant novembre,
Et ce sont des éléments qui sont très significatifs, qui doivent être pris en compte dans la construction de notre portefeuille. Donc, plus récemment, naturellement, la guerre en Ukraine, qui n'était pas vraiment prévue par la plupart des observateurs, et surtout l'étendue de cette guerre, parce qu'au pire des cas, on s'attendait plutôt à une guerre limitée à la Crimée, hein, donc avec des répercussions beaucoup moins fortes que celles qu'on a pu observer depuis le mois de février. Il y a aussi, et ça a un impact malheureusement aussi sur la normalisation des chaînes d'approvisionnement et sur l'inflation, la reprise des cas de Covid, notamment en Chine, avec la persistance d'une politique de zéro Covid qui a un impact très négatif sur le dégorgement des ports et avec un impact naturellement très important au niveau des durées d'approvisionnement, avec des sociétés qui seront plus ou moins bien préparées ou plus ou moins bien impactées de cela. Et tout ceci donc a un impact naturellement très significatif sur les attentes de croissance qui étaient encore très robustes en fin de l'année dernière, avec un marché de travail très fort, avec une traction à cause de la réouverture des économies très forte. Donc depuis le mois de novembre, avec un changement très significatif aussi du discours de la Banque centrale américaine et par la suite même de la Banque centrale européenne, une normalisation accélérée des politiques monétaires avec une hausse significative des taux d'intérêt. Et donc ça, c'est deux phénomènes qui sont naturellement plutôt négatifs pour les marchés, puisque, comme on le verra par la suite, la hausse des taux d'intérêt fait naturellement baisser les multiples et ça a un impact naturellement très significatif sur les valeurs de croissance et notamment sur les valeurs de croissance qui ont un PER extrêmement élevé et encore plus sur les valeurs de croissance où toute la valeur de marché est située dans la valeur terminale parce que ce sont des sociétés qui existent naturellement aussi sur le marché qui n'ont pas de résultats positifs pour l'instant. Cependant, on n'est pas totalement négatif parce qu'il y a des facteurs de soutien quand même significatifs. Un marché du travail qui est extrêmement solide, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. On va peut-être, parce que ça va être le détail. Après, on va passer en revue, peut-être en détail. Donc, voilà. Ensuite, au niveau des bénéfices des entreprises, le consensus en début de l'année a été jugé extrêmement prudent parce qu'avec des attentes... Juste remettre le slide. Voilà. Donc, après, on va passer en revue plus en détail chacun de ces éléments-là. Au niveau des bénéfices des entreprises, en début de l'année, on était plutôt parti d'une estimation très prudente de la part des analystes parce que face à une croissance mondiale de l'ordre de 4%, voire au-delà, on avait prévu qu'une hausse des bénéfices par action en Europe de l'ordre de 8 à 9%, ce qui paraissait extrêmement prudent. Bien évidemment, aujourd'hui, on va en parler, ça paraît naturellement beaucoup moins prudent qu'en début de l'année. Au niveau des flux, ça reste encore légèrement négatif, surtout depuis la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et donc un effet qui reste encore légèrement négatif, notamment sur les small et mid caps européens. Par contre, un facteur positif, c'est le M&A. Compte tenu de l'argent pléthorique qui est disponible aujourd'hui, notamment à la fois dans les bilans des sociétés qui sont extrêmement solides et de l'argent qui est disponible au niveau des private equity,
il y a énormément des opérations de M&A qui continuent et qui continuent d'ailleurs depuis le début de l'année. On va peut-être, donc globalement, est-ce que sur l'Europe également, il y a une tendance justement à ça de l'opération qui reprennent, qui reprendrait? Oui, on a eu énormément d'opérations déjà l'année dernière sur un certain nombre de secteurs, notamment le secteur des ESN et des logiciels qui se concentrent. D'ailleurs, ça va bientôt être un problème pour nous en tant qu'investisseurs en actions, parce que la cote commence à être de plus en plus clairsemée sur ce secteur-là. Il y a eu énormément d'opérations aussi, et encore depuis le début de l'année, sur le secteur des énergies renouvelables, et nous estimons que c'est quelque chose qui va pas être qui va se poursuivre. Et puis, compte tenu des difficultés d'un certain nombre de sociétés industrielles depuis le début de l'année, suite à la hausse des matières premières et la reprise de l'inflation, on pense que lorsqu'on verra une éclaircie sur la guerre et sur une normalisation aussi des taux d'inflation et puis la normalisation des chaînes d'approvisionnement, on pense aussi qu'il va y avoir énormément d'opérations dans notamment auprès des équipementiers automobiles. Ça aussi, c'est un secteur qui va probablement faire l'objet de concentration aussi dans tout ce qui est asset management, et c'est également un secteur qui va continuer à se concentrer. Donc, je pense que dans le passé, on disait small is beautiful, mais compte tenu à la fois de la mondialisation, je dirais, des problèmes aussi et surtout dans les small et mid caps, de succession, notamment de sociétés familiales. Donc, on pense, et puis surtout de l'abondance de liquidités auprès des sociétés de private equity, on pense que cette thématique-là n'est pas du tout épuisée. Hein. On en a eu d'ailleurs, on a eu 2 opérations récemment en portefeuille. Une sur Axel Group, qui est un fabricant de vélos. Donc, on en a bénéficié. Et également CNP Assurance, donc, qui était une ligne qu'on avait en portefeuille, donc on en bénéficie directement. Puis un opérateur aussi italien, un consultant notamment en digitalisation et notamment dans le secteur financier, BE Shaping, qui a fait l'objet aussi d'une OPA avec une prime de l'ordre de 30%. Donc récemment, donc, dans le portefeuille, 3 opérations. Une opération qui malheureusement a du mal à se faire, c'est sur Télécom Italia, qui bizarrement est dans notre indice. Voilà, donc il y a des opérations qui se font et puis d'autres qui sont plus difficiles à être concrétisées dans un environnement peut-être un tout petit peu plus challenging. On en a fait également après. Parce qu'on trouve que le prix est bas, en fait. Ils rachètent ça 12 fois le résultat opérationnel, ce qui est pas très élevé. Et puis, compte tenu du contexte de marché, c'est du quasi-cash avec une option, en fait. Voilà, donc aujourd'hui, compte tenu de tous ces facteurs vraiment en top-down, donc on a une vision plutôt neutre sur notre environnement. Et on pense que cette année, à la fois le bon choix des secteurs, l'agilité dans la gestion et le stock picking sera vraiment indispensable. Donc, bien évidemment, on ne s'attend pas à une expansion des multiples. Donc, la performance ne pourra être réalisée grâce à la hausse des résultats des entreprises. Et donc, d'où la nécessité de choisir des sociétés qui, dans un contexte qui est naturellement détérioré, auront la capacité de naviguer et de présenter des résultats en croissance. Alors, tu peux peut-être illustrer ce qui a été réalisé depuis le 4e trimestre
dans notre gestion extrêmement active. Oui, donc là, on voit l'évolution en fait sur ce graphique du positionnement du portefeuille par typologie de titres, qualité, momentum et value. Et si on retourne peut-être un petit peu plus loin, juste sur le début de l'année 2021, on voit qu'on avait un portefeuille qui était plutôt posé sur la reprise de l'économie, les déconfinements, avec des campagnes de vaccination qui commençaient et qui marchaient, et que progressivement, on a réduit la cyclicité du portefeuille pour revenir sur des titres de croissance plus défensifs, pour enfin, dès le 4e trimestre 2021, réduire la part des sociétés de croissance à risque dans un environnement de hausse des taux. Voilà, donc on a vendu notamment, peut-être au 4e trimestre, des sociétés, notamment scandinaves, qui ont vraiment des valorisations extrêmement élevées, d'où d'ailleurs des performances absolument incroyables l'année dernière des fonds exposés à la zone nordique. Donc, on a vendu des valeurs comme Mips et Cinch, mais aussi certaines valeurs allemandes extrêmement bien valorisées, comme Nemetschek ou des sociétés de logiciels, comme par exemple en France, comme Esker. Et ce qui était intéressant, c'est que justement, en fait, on n'a pas uniquement regardé la valo, on a regardé le momentum bénéficiaire. Et sur des titres comme Mips ou Cinch, on a senti que le momentum se dégradait. Et là, les sanctions sont très, très sévères lorsque la valo est élevée. Donc, on a préféré rester à l'écart. Et en revanche, sur un titre comme Nemetschek, bon, le momentum est resté bon. Finalement, le titre est juste depuis le début de l'année en légère hausse, ce qui fait que la symétrie avec cet environnement de hausse des taux est devenue vraiment peu favorable sur les valeurs de croissance. En effet, dans cet environnement-là, et compte tenu des challenges qu'on peut observer aujourd'hui sur le plan macroéconomique, plus une valeur a une valorisation élevée, plus on doit être aujourd'hui extrêmement confiant dans la réalisation des estimations des résultats des analystes. Parce que, comme vous le savez, l'effet de levier se transforme dans ce cas-là très facilement en effet de massue, parce que vous avez à la fois un dégonflement du multiple et un dégonflement des résultats. Donc, il y a une double punition avec des baisses qui peuvent être extrêmement importantes. On l'a vu encore la semaine dernière sur une valeur peut-être encore un peu plus grande comme H&M qui a perdu plus de 10% suite à la publication de ses résultats, mais même une société qu'on adore comme Esker, qui est une société, une small caps française, on n'aurait jamais pu imaginer qu'elle allait monter aussi haut. Donc, elle s'est montée jusqu'à 350 €. Nous, on les a vendus autour de 330 €, 320 €. Donc, jamais au plus haut. On ne vend jamais au plus haut. Mais aujourd'hui, elle ne vaut plus que 170 €. Donc, il y a eu un double effet. Il y a eu tout d'abord un dégonflement suite à la hausse des taux de ces multiples, parce que la société commençait à se payer 10 fois les ventes, ce qui est quand même assez extravagant pour une société française, même si les sociétés américaines se payaient encore plus cher. Et puis, une publication mitigée légèrement en dessous des attentes des analystes, avec une punition, avec une baisse supérieure à 10% lors de la journée de la publication. Voilà, donc on fait aujourd'hui extrêmement attention de ne pas avoir dans notre portefeuille des valorisations excessives. Non, pas pour le moment. On a regardé justement suite à la publication, mais on a trouvé que la communication des dirigeants sur l'objectif de marge en fait cette année, qui était une des raisons de la déception, n'était pas assez claire et qu'il y avait trop d'éléments exceptionnels qui n'étaient pas retraités justement dans cette publication et dans la guidance pour être confiant et pour penser qu'il y a un point bas en termes de marge. La société continue à se payer entre 6, elle reste chère, ouais. À peu près 6 fois les ventes, avec un momentum bénéficiaire, au moins pour la première partie de l'année, encore, disons, mitigé. Mais, une fois, nous, on estime que lorsque le consensus aura intégré cette diminution de la marge, même sur cette année, ce qui pour l'instant n'est pas intégré par le consensus, dans ce cas-là, ça nous donnera probablement une très bonne fenêtre de tir pour re-rentrer sur cette valeur qui a des très bonnes perspectives à moyen terme. Et nous, on estime en plus, vu l'âge de Capitaine, que c'est une société qui fera l'objet d'une cession
par les dirigeants. Voilà. Donc aujourd'hui, on a plutôt une société comme Sopra en portefeuille qui a naturellement une moindre visibilité à long terme, mais qui, pour l'année en cours, a deux facteurs plus positifs. D'une part, une valorisation, si on la compare aux autres sociétés du secteur, plus basse. Et puis, ce qui est le cas de très peu de sociétés dans le secteur aujourd'hui, une capacité assez avérée de légèrement augmenter les marges cette année. Voilà, donc dans ce contexte de hausse de l'inflation des taux longs, donc on a vendu, comme l'a dit Nicolas, des sociétés aux valorisations élevées. Donc dans le secteur technologique, une valeur italienne comme Reply, dans la logistique VGP, puis comme on vous l'a indiqué, des valeurs scandinaves comme MIPS et Mufab. On a aussi vendu l'année dernière des sociétés qui avaient bénéficié d'un surcroît d'activité suite à la pandémie. Donc, notamment un secteur comme les ventes en ligne, Zalando et HelloFresh, sachant que HelloFresh a pris une baisse de près de 40% par rapport à notre prix de vente. On est revenu un peu sur le titre, mais à un prix nettement plus bas. Donc, ça signifie, ce n'est pas parce qu'on vend une valeur, parce qu'elle a atteint, selon nous, une valorisation excessive ou parce que l'environnement de marché est plutôt, devient disons, plutôt positif sur d'autres secteurs, qu'on ne peut pas la re-rentrer dans notre portefeuille lorsqu'on estime que la punition peut-être sur le titre a été excessive ou lorsqu'on estime que, comme aujourd'hui, avec la reprise modérée de la pandémie, que ce secteur-là ne devient pas peut-être plus attractif. Alors, on a aussi vendu des valeurs de santé qui avaient beaucoup progressé l'année dernière, et notamment les valeurs qui étaient très exposées positivement à la pandémie, comme Biomérieux et Sartorus Tedim et Bachem, ou Tecan, des valeurs qui étaient devenues extrêmement chères, dont le momentum bénéficiaire cette année va être beaucoup plus compliqué, compte tenu de comparables extrêmement exigeants. Par contre, en raison de la remontée des taux d'intérêt, on a renforcé le secteur financier, notamment le secteur de l'assurance. Vous avez là des sociétés qui ont une moindre variabilité, disons, de leurs résultats que beaucoup de banques, avec un dividende extrêmement élevé qui est relativement peu, qui selon nous pas en danger. Et d'autre part, vous avez une valeur comme Aegon qui est très exposée à la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et qui est naturellement très favorablement orientée depuis la hausse significative des taux d'intérêt aux États-Unis. Ensuite, en janvier et en février, donc là, on a ajusté progressivement le portefeuille avant l'invasion à ce risque de guerre en Ukraine et de conflit qui se rapprochait. Donc, bien sûr, on avait des titres qui avaient une exposition marginale, mais quand même, qui présentait quand même un risque comme Fraport, l'aéroport. Donc, on a vendu cette ligne. On est resté, bien entendu, à l'écart des titres qui ont une exposition, pour le coup, significative à la Russie, comme Raiffeisenbank ou la société Nokian dans les pneus qui a 50% de son outil productif en Russie. On a également allégé dès le mois de février le secteur aérien et réduit la part du portefeuille, ce qu'on avait déjà commencé à faire fin 2021 aux sociétés industrielles, avec des craintes en fait de baisse de marge qui ne sont pas, même aujourd'hui encore, bien reflétées dans les attentes, alors que ces sociétés font face à la fois à l'inflation salariale et à l'explosion du cours des matières premières. En face de ça, suite à l'invasion de l'Ukraine, en fait, très rapidement, on a capté
deux ruptures en fait. La première, c'est d'abord le besoin en fait que va avoir et qu'a l'Europe de renforcer son indépendance énergétique, avec des prix du pétrole très élevés et des difficultés d'approvisionnement qui vont se matérialiser avec la Russie en gaz. Donc c'est des éléments qui vont pousser à une augmentation forte des dépenses en énergie renouvelable. Donc on est revenu sur des titres que l'on avait précédemment eu en portefeuille, comme EDP, Acciona ou même Voltalia en France. On a aussi initié des lignes dans les sociétés de services pétroliers. Là, la hausse des prix du pétrole va bien entendu pousser à une reprise des investissements qu'on attend dès le deuxième trimestre. Et enfin, on est revenu sur le secteur de la défense avec des titres qui sont compatibles à notre gestion ESG comme Rheinmetall et Thales, qui en fait se traitaient à des niveaux de valorisation extrêmement bas, alors qu'on a là une explosion à venir des dépenses de défense, notamment en Allemagne. On voit en haut de la présentation que les dépenses de défense vont doubler, et on pense que ça va devenir séculaire, et même que ces titres qui étaient peu difficilement investissables pour certaines gestions vont le redevenir, parce que la préservation de la souveraineté des pays et de la liberté va redevenir une priorité. Voilà, donc en fait, il y a un changement aujourd'hui de la part des équipes ESG, et donc ces titres qui étaient difficilement investissables le sont pour une partie redevenus. Donc c'est la raison pour laquelle malheureusement on avait une très faible pondération dans ces secteurs-là. On pensait même initialement que ces secteurs, que certaines de ces valeurs n'étaient pas éligibles, mais finalement, il s'est avéré qu'ils le sont devenus. Et donc, ça explique aussi qu'on aurait pu mieux performer si on avait davantage de pondération sur ces deux secteurs-là. Oui ? Justement, les ESG des fameuses SFDR, sont-elles pas un petit peu antinomiques avec l'agilité en termes de gestion? Parce qu'on pourrait se dire aujourd'hui, par exemple, vous n'avez pas pu parler des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables nécessitent des quantités très importantes de métaux et de matières premières. Est-ce que vous avez, par exemple, accès à des petites mines européennes ou à ce type de valeur ou pas du tout? Ouais, c'est plus difficile parce que non, on n'est pas investi dans les mines. Par contre, maintenant, comme vous avez pu le voir, ce qui n'était pas forcément le cas dans le passé, on peut aussi investir dans Tenaris et Vallourec, alors qu'ils sont quand même exposés au gaz de schiste. Voilà. C'est sûr que l'ESG peut restreindre un peu notre univers d'investissement. D'ailleurs, on exclut d'office 20% des sociétés qui sont les moins bien notées par notre provider Sustainalytics. On exclut également les sociétés qui ont des controverses qui sont notées 4 ou 5 sur une échelle de 1 à 5. D'ailleurs, Orpea, c'est un titre, et ça montre aussi l'agilité. On avait une toute petite ligne en Orpea. Le jour où il y a eu l'article du Monde, on a cédé en 2 jours la totalité de notre ligne. Voilà. Donc, il n'était que de 0,5%. C'est la raison pour laquelle on n'avait pas été trop affecté, mais par prudence, on préfère ne pas être investi du tout aujourd'hui dans le secteur, notamment en France. Ça ne présage pas si des faits similaires pourront être reprochés aux autres acteurs, mais on pense quand même qu'il y aura un effet très négatif sur l'écosystème avec des mesures qui vont diminuer de façon systématique la rentabilité de ce secteur. Donc, on préfère rester à l'écart, même de Corian ou de Helena Santé. Je pensais à des sociétés comme Eramet, quand on voit leur évolution ou autre, l'uranium et puis le nucléaire qui aujourd'hui n'apparaît plus polluant a priori pour la Commission européenne, du moins plus trop. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. Oui, vous avez raison. Alors, aujourd'hui, donc, dans ce contexte un peu difficile, donc on va privilégier en fait ces thématiques suivantes. Les thématiques, donc les titres qui bénéficient d'un bon pricing power, parce qu'aujourd'hui, la problématique des sociétés, c'est
naturellement la capacité et dans un laps de temps très rapide de répercuter l'augmentation des prix de revient. Donc, on va, dans une première partie, plutôt identifier les titres qui n'ont pas trop cette problématique. Et lorsqu'il y a cette problématique, uniquement les titres qui ont la capacité de répercuter ces hausses de prix dans un laps de temps rapide. Les entreprises dans le momentum de bénéfices est bon, avec une bonne visibilité. Et des sociétés qui sont exposées, comme vous le dites, hein, au super cycle d'investissement, notamment dans la transition énergétique. Alors, par contre, on va rester à l'écart des sociétés qui sont très industrielles et naturellement, pour l'instant, on va rester à l'écart des sociétés qui sont exposées à la forte hausse des matières premières ou des sociétés qui ont une part de main-d'œuvre extrêmement importante et qui n'ont pas la capacité de répercuter ces hausses de salaire. Et puis, par contre, on est très orienté service, et notamment les sociétés qui vont profiter en Europe de l'ouverture des économies et de la volonté des consommateurs à regoûter à la vie normale. Donc, en détail, ça donne quoi? Au niveau des thématiques structurelles qu'on privilégie, les valeurs de croissance et les méga-trends. Donc, toujours la digitalisation. Et là, on a notamment Téléperformance et Next 15. On va en parler plus en détail après. Dans la décarbonisation, un acteur espagnol comme Acciona et un acteur portugais comme EDP. Dans la problématique pricing power, un acteur du luxe, mais qui est plutôt orienté États-Unis, Europe, avec une moindre exposition Chine, comme Brunelli Cucinelli, qui est aussi à terme une cible idoine d'OPA et qui a une position unique, notamment dans la mode masculine. C'est un peu le Hermès italien. Et Lectra, qui est le champion français, notamment dans les logiciels destinés à la mode et à l'automobile, mais qui a une valorisation extrêmement encore attrayante, et puis qui a fait une opération transformante et structurante en rachetant en fait son principal concurrent. Et dans les thématiques plus conjoncturelles, tu vas peut-être les décrire? Oui, alors là, on a trois thématiques. La première qui est la hausse des investissements, surtout aujourd'hui dans le renouvelable, avec Nexans, donc, qui bénéficie à plein en fait, de la création de fermes éoliennes offshore, auxquelles elle fournit des câbles. Compleo, qui est une société allemande d'installation d'infrastructures de chargeurs électriques, qui est en très forte croissance. Deuxième thématique, la reprise du tourisme, avec un déconfinement en cours et une volonté des ménages de revoyager, ce qui se voit dans les carnets, dans les réservations. Même au mois de mars, en fait, on a été très surpris de voir que les réservations restaient très élevées et s'accéléraient même par rapport au mois de février. Et enfin, une autre thématique conjoncturelle qui est le rebond des services lié à la précédente avec deux sociétés, Edenred dans les services aux salariés et Elis qui est fortement exposé au secteur de l'hôtellerie. Sur la répartition sectorielle. Donc ça, c'est en page 35. Alors, industrie, malheureusement, donc cette qualification est un peu trompeuse parce que dans industrie, vous avez aussi les services aux entreprises. Donc, on a quasiment pas de biens d'équipement, mais en fait, on a beaucoup de sociétés comme Téléperformance, comme Edenred ou comme Elis qui sont classées également, ou comme SPI qui sont classées dans cette catégorie-là. Donc, aujourd'hui, on a une surpondération du secteur de la technologie, notamment au travers des SS2I et des sociétés de logiciels, qui ont aujourd'hui clairement la capacité à préserver leur marge grâce à leur pricing power et la nécessité des sociétés de continuer à réaliser des opérations de transformation digitale. On a réduit quand même
par contre fortement notre exposition au secteur des semi-conducteurs, où nous sommes aujourd'hui présents que sur 2 sociétés qui ont des thématiques très spécifiques au niveau de leur cycle de produits. Nous sommes surpondérés sur le secteur de la consommation cyclique. D'une part, suite à la hausse des cours, et d'autre part, il y a 2 phénomènes qui sont intervenus. Le ralentissement très net des ventes des mobiles, notamment en Chine, ce qui va probablement avoir un impact au niveau… alors, il y a 2 choses. Donc, il y a le ralentissement des ventes des mobiles et deuxièmement, la problématique à nouveau des supply chains de la part de la Chine. Et donc, des acteurs comme ASMI, qu'on apprécie énormément, vont probablement, lors de la prochaine publication des résultats trimestriels, devoir communiquer au marché un nouveau report de leur vente. Et donc, on risque d'avoir des mauvaises surprises au niveau des publications prochaines qui sont, selon nous, pas suffisamment intégrées par le marché. Et donc, compte tenu de leur valorisation qui est quand même relativement exigeante suite à leur beau parcours boursier, on a préféré en fait sortir cette valeur de notre portefeuille. Et c'est un secteur aussi qui n'a pas de pricing power, malheureusement, et donc avec des marges aujourd'hui qui sont quasiment au plus haut, et donc on craint une baisse de la rentabilité dès cette année. Voilà, donc une forte sous-pondération du secteur de l'industrie pour des raisons évidentes. Donc, à la fois la problématique au niveau de la production avec beaucoup de sociétés qui ont des problèmes au niveau de leur supply chain, ce qui a un impact naturellement sur la rentabilité. Et puis, pour beaucoup de sociétés, même celles qui ont du pricing power, l'impact négatif au niveau des marges, de l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières, leur capacité d'augmenter les prix uniquement avec un décalage souvent de 3 et 6 mois. Nous sommes notamment totalement à l'écart aujourd'hui du secteur de la chimie, qui est très affecté naturellement par le gaz, et notamment les sociétés allemandes qui risquent de souffrir en cas d'intensification de l'embargo. Et puis, on est sous-pondéré sur le secteur de l'immobilier avec une croissance des loyers insuffisante pour compenser pour certaines la hausse des taux. Voilà. Alors, au niveau des pays, ça ne va pas vous surprendre. Donc, on est aujourd'hui… Pardon. Alors, on a juste 1% dans notre portefeuille aujourd'hui au niveau des équipementiers automobiles. Et je me demande même si ce n'est pas 1% de trop. Bon, là, c'est parce qu'on estime que la valorisation devient vraiment extrêmement attrayante. Donc, on a une valeur aujourd'hui en portefeuille, mais c'est aujourd'hui vraiment très, très marginal. Mais on continue naturellement à les suivre parce que c'est un secteur qui est aujourd'hui très faiblement valorisé. Et on pense notamment pour la deuxième partie de l'année que ça va être un thème, enfin on l'espère en tout cas, ça va être un thème à nouveau attractif d'investissement. Donc très rapidement, donc, pour finir, donc, la répartition géographique, vous n'allez pas être surpris compte tenu de l'exposition très forte de l'Allemagne à la Russie, à la Chine et son exposition plutôt industrielle. On est aujourd'hui très sous-pondéré sur l'Allemagne. Cette sous-pondération sur l'Allemagne, vous allez la retrouver en surpondération sur la France et sur un pays comme l'Irlande, dont pour l'instant en tout cas, les estimations, enfin les perspectives macroéconomiques sont extrêmement robustes. Et voilà. Et puis on est très sous-pondéré aujourd'hui, mais ça peut changer tout à fait au niveau du H2. Pour l'instant, sur les pays scandinaves, parce que le dégonflement des valorisations est, selon nous, pas encore totalement arrivé à son terme. Donc, les 10 premières lignes, donc, voilà, depuis le début de l'année, donc les meilleurs contributeurs à la performance. Donc, on a Axel suite à l'OPA dont Nicolas a parlé. Quand même aussi le secteur financier avec Banco Sabadell, une banque
espagnoles. Donc, nous, au niveau des banques, on préfère aujourd'hui les banques espagnoles et les banques irlandaises, hein, à la fois à cause de leur très faible exposition à la Russie, à l'Ukraine et leur valorisation attractive. Et puis, l'Espagne, enfin, surtout les banques espagnoles sont très bien gérées. Ils ont une exposition aussi au LATAM qui profite en fait de la crise géopolitique. Et puis les banques irlandaises où le momentum nous paraît macroéconomique nous paraît encore aujourd'hui très favorable. Et puis les valorisations, lorsqu'on les compare aux autres banques européennes, encore très faibles. Voilà. Puis Edenred, Nicolas, on en a parlé. Je pense qu'il y a eu un de-rating l'année dernière extrêmement important d'Edenred à cause de l'émergence d'une concurrence qu'on ne peut pas contester. Mais étant donné que ce de-rating est intervenu, on pensait qu'à 38 €, la valeur devenait vraiment extrêmement attrayante. Et puis, ce qui nous intéresse aujourd'hui aussi chez Edenred, c'est leur capacité, grâce à une situation financière très solide, de réaliser des opérations de croissance externe et notamment, ils se diversifient. Encore aujourd'hui ou hier, ils ont annoncé un partenariat avec un acteur important dans tout ce qui est chargement électrique. Donc, c'est une société qui profite aujourd'hui de la hausse du prix du pétrole, notamment à travers leur activité dans les cartes d'essence. Par contre, c'est quelque chose qui leur est un peu critiqué de la part des investisseurs parce que justement, compte tenu de l'avenir de la multiplication des voitures électriques, mais ils se diversifient quand même de façon assez rapide vers ce secteur-là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est une valeur qui profite à la fois de la hausse des taux et de l'inflation. Voilà, donc c'est un play qui coche un peu toutes les cases aujourd'hui. Et Aegon, comme je l'ai indiqué, qui profite d'une compagnie d'assurance très exposée aux États-Unis, qui profite de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Alors, par contre, ce qui a moins bien marché, c'est des industriels qu'on avait pas suffisamment rapidement allégés, comme Interpump, Albert et puis Trigano, qui, en dépit d'une valorisation très faible, qui devrait intéresser les fonds de private equity, je m'adresse à mon voisin, a très sous-performé depuis le début de l'année. C'est une compagnie d'assurance qui est aussi exposée aux États-Unis, puis là, qui profite de la hausse des taux d'intérêt. Tout à fait, oui. Pardon. Non, leurs résultats financiers augmentent parce qu'ils ont, en fait, il y a un renouvellement de leur portefeuille et donc le résultat financier augmente. Pardon? On garde. Je pense que en fait, les problèmes de la supply chain ont été bien flagués. Ce que certaines personnes, en fait, le marché se fait peur en fait sur un inversement du cycle, mais compte tenu de du carnet de commandes, en fait, aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'année est déjà réalisé et du méga trend avec le vieillissement de la population et puis, depuis la crise du Covid aussi, l'arrivée de nouveaux consommateurs pour ce type de tourisme, on estime que la valorisation intègre, selon nous, des scénarios beaucoup trop noirs. Mais bon, on peut se tromper. Bon, la pondération reste quand même modérée. Est-ce que vous raisonnez quand vous achetez une valeur sur un principe d'objectif de cours, ou bien vous raisonnez en termes de top-down, de macro, de situation? C'est vrai que selon les gérants, certains raisonnent basiquement, voilà, assez pour là j'achète, parce que, assez pour là je vends, parce que, ou bien vous êtes toujours dans cette dynamique d'appréciation qualitative. Alors, c'est jamais l'objectif de cours qui nous fait acheter une valeur. Je pense que le plus important, il faut que ça coche donc toutes les cases, donc à la fois qualité du management, il faut que ça répond également à notre compréhension de l'environnement boursier. Donc, si c'est un secteur qui est aujourd'hui totalement délaissé par les investisseurs,
on ne va pas être contrariant, on ne va pas essayer d'avoir raison contre tout le monde et acheter un secteur qui est aujourd'hui délaissé par les investisseurs. Et en fait, on est plus momentum sectoriel et momentum bénéficiaire avant de regarder l'objectif tout court. Par contre, lorsqu'on estime que la valorisation devient trop exigeante, quelles que soient les qualités intrinsèques d'une société, c'est le cas par exemple sur Sartorius Kedim, à un moment où Técan ou Biomérieux, donc on n'enlève rien à la qualité intrinsèque de ces sociétés, mais à un moment où Nemetschek, à un moment on a estimé que c'est allé trop loin, ben, on n'hésite quand même pas à vendre. Donc généralement, on vend en deux phases. On vend dans une première phase lorsqu'on estime que la valeur a atteint des niveaux de valorisation un peu trop exigeants à notre goût, mais on continue à se laisser porter sur une partie de notre position tant que l'environnement technique de la valeur reste favorable. Mais par contre, lorsqu'on voit un retournement technique de la valeur, on vend la totalité de la ligne. Et pour revenir sur Trigano, par exemple pour acheter, malgré la valorisation très active, on attend qu'il y ait un catalyseur qui peut être une éclaircie de la situation géopolitique ou des rumeurs d'entrée d'un gros actionnaire dans le capital de Trigano pour renforcer. On ne va pas renforcer sans catalyseur. Mais bien évidemment, malgré donc toute cette approche à la fois top-down, bottom-up, et donc la rencontre systématique des sociétés tous les 6 mois, à peu près on rencontre des sociétés, donc chacun d'entre nous rencontre à peu près près de 200 sociétés par an, et puis on a recours naturellement aussi aux analystes qui sont présents dans la maison. Malgré tout ça, il peut y avoir des accidents, et c'est la raison pour laquelle on est très diversifié et on n'a quasiment jamais des pondérations individuelles supérieures à 3,5%. Bien sûr. Tout à fait, oui. Quelle est la part d'Hamilton Small-Cap qui est le miroir français de Hamilton Premium? Alors, je ne vais pas être schizophrène lorsque j'ai une forte conviction sur une mid-cap française. Je vais bien évidemment la rentrer à la fois dans Hamilton Small Cap et donc Hamilton Premium. Je dirais que dans Hamilton Small Caps, il y a beaucoup plus de small caps françaises qui, compte tenu à la fois des tailles différentes entre Hamilton Small Caps et Hamilton Premium, ne peuvent pas être intégrées dans Hamilton Premium. Et puis, là, aujourd'hui, on est vraiment au maximum de notre pondération de France sur Hamilton Premium. Et ça s'explique aussi par la situation un peu particulière de l'Allemagne aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes 2 gérants, et puis on a un assistant, et puis on a recours aussi aux autres gérants de Mescart. Non, on n'est pas que 2, je vous ai dit. On est 2 gérants. Oui. Oui. Ben, c'est déjà l'historique qu'on a sur les marchés. C'est le recours à la fois à la recherche externe et aux autres analystes de la maison auxquels on demande également de rencontrer physiquement aujourd'hui en digital des sociétés, donc, et qui font l'objet à la fois de notes écrites de leur part et de réunions physiques une fois par semaine. Voilà. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Si vous regardez nos concurrents, ils sont à peu près, sauf peut-être Fidelity, organisés à peu près de la même façon. Pour certains d'entre ces concurrents, ils sont même encore moins nombreux que nous. Voilà.
Aujourd'hui, voilà, on a 1% dans notre portefeuille investi sur un équipementier automobile qui est Plastic Omnium. Ce qu'on a estimé lorsqu'on regarde la valorisation historique en price to sales, hein, pas en PER. Hein. Ou même si on tient compte d'un scénario déjà assez dégradé, on estime que la valorisation aujourd'hui est attractive. Mais finalement, on a probablement tort à court terme, parce que pour l'instant, le marché nous donne tort. Hein. Mais c'est un pari quand même assez modéré. Mais on ne va pas avoir des paris trop significatifs contre le marché. Hein. On l'a fait également sur HelloFresh, qu'on a acheté très bas à 37 €, là dans un environnement en fait, de hausse des matières premières. Mais on estimait que le marché avait été trop loin, en fait, parce que la société est couverte sur une partie de ses achats. Et donc, la valorisation était très attractive. Et le marché avait été trop négatif. Donc, on l'est, mais c'est vrai que c'est dans des poids qui sont toujours restreints. On ne va pas dépasser 1% sur une position contrariante. Vous avez regardé les IPO passé? Oui. Alors, nous, historiquement, on est extrêmement exigeant au niveau des IPO, parce que la plupart des IPO sont de... Ça dépend aussi de la saisonnalité des IPO. Il y a certaines périodes de l'année, surtout avant l'été, où généralement toutes les sociétés de qualité, je dirais médiocres pour rester poli, sont mises sur le marché. Donc là, on reste systématiquement à l'écart. Des sociétés, après, il y a les bonnes sociétés. Et parmi les bonnes sociétés, il y a celles qui nous paraissent trop chères, parce que finalement, toutes les bonnes nouvelles sont quasiment déjà intégrées lors de la mise sur le marché. Et dans ces cas-là, on les étudie quand même de très près, parce qu'on ne désespère pas un dégonflement de cette bulle pendant les premiers mois. Et puis, dans des très rares cas, on participe à des IPO, mais ça arrive quand même relativement rarement. Par contre, ce qui peut nous arriver, surtout lors des placements ultérieurs, c'est souvent le cas parce que généralement, surtout aujourd'hui, ce sont des private equity ou qui cèdent une partie de la position, mais qui sont amenés en fait à céder d'autres parties après l'expiration du lock-up. Et ben, dans ce cas-là, comme on a étudié, comme on a rencontré la société, on est en mesure d'apprécier, en tout cas selon nous, s'il est opportun ou non de rentrer sur ces valeurs. Donc, pour résumer, plutôt une aversion au risque par rapport aux IPO, mais qui n'est pas systématique, parce que quelquefois, il y a quand même des belles valeurs qu'on peut acheter. Et puis, quelquefois, malheureusement, quelquefois, il est difficile d'avoir du papier sur des très belles valeurs, notamment sur des valeurs suisses où on voit que ce sont plutôt les investisseurs locaux qui sont privilégiés. Mais bon. On a fait Compléo, justement, dont on parlait tout à l'heure. On avait fait du Bike 24 qu'on a heureusement bien vendu. Donc, c'était des projets, c'était des IPO avec une composante importante de primaire et sur des marchés en croissance, surtout. Celle que vous avez ratée malheureusement, parce qu'elle était trop demandée. C'était Scan. Excusez-moi, nous arrivons à la fin de la conférence. Donc, s'il y a des dernières questions, que ce soit en visioconférence ou à l'oral, n'hésitez pas à nous les poser. Merci. Bon, donc j'espère qu'on a été suffisamment clair pour répondre à vos questions et vos interrogations dans cet environnement assez compliqué. En tout cas, merci pour ceux qui sont déjà clients de votre fidélité et pour ceux qui ne le sont pas encore. J'espère qu'on vous a donné envie de devenir des clients. Merci de votre présence, participation, de votre attention, de votre confiance. Merci beaucoup.